Terrible conflit mondial que l'empereur Charles et son épouse Zita vont hériter au tournant de 1917. Après leur avènement comme empereur et impératrice d'Autriche, ils sont couronnés à Budapest roi et reine de Hongrie. Mais il ne faut jamais perdre de vue le fait que ces festivités se déroulent dans un pays en guerre. Charles accède au trône, il est tout jeune. Il a reçu une formation militaire, mais sa formation politique a été rapide. Il lui aurait fallu du temps, il va manquer du temps pour être prêt, évidemment, à assurer les fonctions qui sont les siennes. Ce sont ces événements que l'on n'oublie pas, le couronnement. Je me rappelle du Premier ministre Tisza, pour la très simple raison, elle était très vulgaire d'ailleurs, la raison. N'est-ce pas, tous étaient en ce costume national hongrois. Alors, il y a là la différence entre les catholiques et les protestants. Les catholiques sont tout colorés et les protestants sont noirs. Et Tisza était le noir entre de nombreux colorés. Je me souviens de cela, je sais où était sa place dans la cathédrale et tout cela. Quand Charles et Zita accèdent au trône, nous sommes en pleine guerre. Et donc, l'impératrice reprend cette vieille appellation qu'on dit en allemand « Landesmutter », c'est-à-dire la mère du pays. Et donc, l'impératrice va exercer son rôle de souveraine en s'impliquant considérablement dans tout ce qui est affaires sociales. L'empereur Charles va créer un ministère des Affaires sociales qui sera un des premiers d'Europe et cela doit beaucoup à l'influence de l'impératrice. Le train de vie de la cour est réduit au minimum. Quand la population de Vienne manque de charbon et qu'on manque de chevaux pour transporter du charbon dans les différents quartiers de Vienne, l'empereur décide de mettre les écuries impériales à la disposition de la municipalité pour aider la population. Donc il y a une très grande implication de la famille impériale envers les plus démunis. Je ne voyais mon père pratiquement pas, parce que c'était, comme vous savez, le seul chef d'État de la Première Guerre mondiale qui a toujours été au front. Et c'est pour ça qu'il travaillait pour la paix, parce que les autres se trouvaient dans leur bureau et ne savaient pas les conséquences des ordres qu'ils donnaient. Mon père, qui savait ce qu'était le front, ce qu'était la guerre, c'était pour ça qu'il luttait de toutes ses forces pour la paix. Ils ont vécu des temps difficiles de la Première Guerre mondiale dans ces 2 premières années. Charles faisant interdire certains types d'explosifs, Charles multipliant les ambulances, les convois pour les blessés, Charles multipliant, notamment en Suisse, les tentatives de paix séparées. Et puis il y avait une autre chose, quand les choses ont commencé vraiment à aller mal, les parents ont fait quelque chose pour lequel je leur suis toujours reconnaissant. Ils ont tout fait pour que nous, enfants, nous ne le sentions pas de telle façon qu'il n'y ait pas de ressentiment dans la vie ultérieure. C'est très important, cela. Nous avons été, par les parents, très bien protégés de l'impact des événements à travers lesquels on passait. C'était, je dirais, l'empereur de la paix dans cette boucherie épouvantable, très secondé par son épouse. Elle répondait à nos questions. Je ne sais pas si elle le faisait pour nous renseigner ou bien pour elle-même se rappeler ce que fut cette histoire dramatique. Pendant la guerre, ce que fut ce déchirement, elle qui était française et qui, en tant qu'impératrice d'Autriche, a dû se battre contre sa patrie. Elle a vu ses frères monter sur le front, elle tremblait pour eux. Ce déchirement, elle nous l'a communiqué. En dépit de tous ses efforts, l'empereur Charles Ier n'est jamais parvenu à instaurer cette paix de compromis et séparée qu'il appelait de ses vœux. C'est tout l'édifice qui vacille. Les Tchèques, d'abord, rallient les Alliés, puis les Slovènes, les Croates, les Serbes font à leur tour sécession. Bref, c'est tout l'Empire qui s'effondre. Finalement, la défaite militaire entraîne la chute du régime. Charles doit renoncer au trône en Autriche, puis en Hongrie. L'Autriche est d'abord rattachée à l'Allemagne avant que les Alliés, par le traité de Saint-Germain,
ne finalise l'indépendance de la jeune République et n'instaure le démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Charles et sa famille se retirent non loin de Vienne, dans un petit relais de chasse qui accueillait autrefois François Ferdinand, le petit château d'Eckartsau. L'empereur est le chef de maison et quand il est détrôné, il se réfugie dans un château près de Vienne, Eckartsau. Il ne quitte pas l'Autriche tout de suite, il ne veut pas quitter l'Autriche, il faudra qu'on le force. La République d'Autriche va le forcer au bout de 8 mois à quitter l'Autriche. Les mois passés à Eckartsau sont des mois de misère. Il n'y a pas de nourriture. Il y a de la sécurité. Ils sont dans une maison où il n'y a pas de chauffage, où il n'y a pas de, qui n'était pas fait pour abriter une famille. Ils arrivent, il n'y avait pas de drap, les choses les plus élémentaires manquaient. Et donc, ils vont vivre là très simplement. Quand vous demandez aux archiducs de la Maison d'Autriche aujourd'hui, les enfants de Charles et Zita, eh bien, ils se souviennent d'une vie familiale qui était une vie familiale pauvre. Il y avait vraiment un très très grand dénuement qui était un contraste considérable évidemment par rapport à la vie qu'ils avaient connue auparavant. Dans les années qui suivent sa destitution, Charles, faisant son deuil de l'Autriche, essaiera par 2 fois de remonter sur le trône de Hongrie. Mais ces tentatives se solderont par de pénibles échecs. Finalement, la famille est envoyée par décision internationale en exil sur l'île portugaise de Madère. C'est là que Charles tombera malade, si tôt, si jeune. Il faut d'abord dire, je l'ai connu relativement peu, et peu de temps. Je l'ai simplement connu très bien dans la dernière année de sa vie. C'est d'abord quelqu'un qui était très profondément pour l'entente entre les peuples et les nations. Charles est un homme fatigué, usé moralement par la preuve qu'il a subie, usé moralement par l'exil qu'il ne supporte pas. Et quand, peu avant Pâques 1922, il attrape une grippe, une mauvaise grippe, on retarde pour des raisons d'économie le moment où on fera appel à un médecin. Et il va ne pas résister à cette maladie, mourir d'épuisement en quelque sorte à 34 ans, le 1er avril 1922. Les conditions de l'exil à Madère, qui ont été atroces, inhumaines, sont, je le répète, une tâche pour les vainqueurs de 1918. Vous imaginez que cet homme, mort, a été transporté sur une sorte de brouette pour être inhumé. L'impératrice, d'une certaine manière, a aussi été frappée par son épreuve personnelle. Son veuvage est quelque chose de dur. Et donc, ce n'est pas qu'elle se renferme, mais c'est qu'elle a la volonté, au fond, d'élever elle-même, de faire de sa propre famille une unité propre. Et d'une façon très moderne, tous les princes de la maison de Habsbourg, enfin les enfants de Charles et Zita, vont faire des études à l'université, ce qui à l'époque était assez peu courant pour des membres de familles princières, et vont même faire des bonnes études, en poussant jusqu'au doctorat, ce qui fait que tous les Habsbourg sont diplômés. Ma mère, vous savez, était une femme très forte, d'une ligne très droite, de beaucoup de droiture, parfois désagréable, d'accord, mais on reconnaissait après qu'elle avait généralement raison. Il faut imaginer la situation de cette jeune femme, sans aucun moyen matériel, et seule à devoir affronter, au fond, la continuité de la maison de Habsbourg, parce que Zita n'en doute pas une seconde, elle est la mère du futur empereur. À ses yeux, Otto est l'empereur. Et elle se considère, au fond, elle joue un peu un rôle de régente, se chargeant de l'éducation tout court et de l'éducation politique de son fils jusqu'à sa majorité. I command, you command, he commands, we command.
command. No, no. Even in English, you must say that as a king would say it. We command. L'archiduc Otto accède à sa majorité politique en 1930. C'est encore un tout jeune homme, mais à partir de ces années-là, il va s'affirmer. Sa mère, l'impératrice Zita, va s'effacer et lui va commencer à jouer un rôle véritablement à partir de 1934-1935. En mars 1938, Hitler met fin à la République autrichienne en annexant son pays natal à l'Allemagne. C'est l'Anschluss. Son état-major avait baptisé le plan d'invasion de l'Autriche du nom de l'archiduc héritier. Ce sera le plan Otto. Manière pour les nazis de stigmatiser un prince coupable à leurs yeux de trop d'indépendance. La question d'une restauration monarchique, au fond, s'est posée jusqu'au moment où Hitler a définitivement fermé la porte. Parce que, par exemple, aussi dans la lutte contre l'hitlérisme en Autriche, c'était surtout les organisations monarchistes qui, à l'époque, étaient très fortes, qui soutenaient le gouvernement et qui étaient dans cette lutte-là où je m'étais lancé moi-même aussi. Je crois que dans le cas de mon oncle, l'exemple qu'il exerce sur la famille lui vient de lui-même. Il ne cherche pas à donner l'exemple, il est un exemple. Au niveau politique, il a été remarquable, mais il a été aussi au niveau de chef de famille, donc je pense que nous pouvons être très fiers de lui. Très engagé dans la lutte contre les nazis, l'archiduc Otto finit pendant la Seconde Guerre mondiale par rejoindre les États-Unis. Sa présence auprès du président Roosevelt va jouer un rôle déterminant, non seulement pour le destin de l'Autriche, mais pour l'avenir européen dans son ensemble. Certainement, je n'étais pas européen à cette époque-là, de véritable européen. Je le suis devenu en Amérique, parce que j'ai vu alors ce qui nous unissait. J'ai vu ce que signifiait la culture. N'est-ce pas pour moi, quelqu'un un jour dit, dans une discussion que j'avais à la télévision allemande, mais au fond, votre patriotisme, c'est un patriotisme culturel. Et c'est très vrai. Je suis attaché à cette culture, je suis attaché à cette civilisation, je suis attaché à tout ce que notre terre européenne peut nous dire. Malgré son rôle essentiel dans la sauvegarde de l'Autriche à l'issue de la guerre, l'archiduc Otto sera maintenu loin de son pays par le régime républicain réinstallé en 1945. La famille impériale a vécu comme une profonde injustice. Le fait que le territoire autrichien lui soit interdit après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils avaient tant fait au niveau diplomatique pour servir leur pays, et même au niveau militaire, puisque des frères cadets d'Otto se sont engagés dans l'armée américaine. Et donc il y a là une profonde injustice qui tient au préjugé anti-Habsbourg, qui a été très fort pendant très très longtemps. Otto, c'est moi. Je suis le fils du dernier empereur d'Autriche. Je suis né en Autriche, mais depuis près d'un demi-siècle, j'ai été obligé de vivre loin de ma patrie, en Suisse, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, en France, en Belgique et maintenant en Allemagne. Je suis un des très rares Autrichiens qui n'a pas le droit de traverser la frontière de sa patrie. C'est d'ailleurs pour cela que vous me voyez ici, du côté allemand de la frontière autrichienne. Ma maison n'est d'ailleurs qu'à quelques kilomètres d'ici. Pour la cérémonie de son mariage, Otto a choisi la Lorraine, une des terres historiques des Habsbourg. Ce jour-là, la longue traîne de la mariée, l'archiduchesse Regina, évoque encore l'ancienne splendeur de la cour impériale. Insistons sur ce point. C'est grâce à l'influence personnelle de l'archiduc Otto de Habsbourg et à ses relations privilégiées avec le président américain Roosevelt que les Alliés à la conférence de Téhéran en 1943 réaffirment solennellement le principe de l'indépendance de l'Autriche et son statut de victime des nazis. Ce qui n'empêchera pas le pays d'être partagé en 4 zones d'occupation
jusqu'en 1955, date à laquelle le traité d'indépendance et de neutralité du pays est enfin signé. Politiquement, le parti populiste et le parti